Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Émilie Bonneau ce matin pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ah, Émilie, petit retard de démarrage, c'est normal, elle débute. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le titre de 20 minutes donne assez bien le ton ce matin. Le même cauchemar. En photo, un bouquet de fleurs posé au sol, tout près du centre culturel pris pour cible à Copenhague, et un panneau à terre sur lequel est simplement écrit « Not afraid ». Pas peur, on aimerait y croire. Le sujet fait également la une de Libération, de La Croix, de l'Humanité, des Échos qui titrent « Un mois après Charlie Hebdo, l'Europe à nouveau frappée ». Une du Figaro également, l'Europe face à la contagion islamiste. Pour le Figaro, les attaques mortelles de ce week-end rappellent aux États l'urgence d'une coopération policière renforcée et d'une réponse judiciaire sans faille. Direct Matin titre « La liberté à nouveau frappée ». Un climat qui nous concerne tous dans notre vie quotidienne, écrit aujourd'hui en France, qui titre « Apprendre à résister ». Oui, ces événements peuvent favoriser le retour des anxiétés, témoigne le psychiatre Didier Kremniter. Le quotidien nous raconte aussi les appels angoissés qui submergent SOS Amitié. Je suis oppressé, j'ai du mal à respirer. C'est l'appel de 2 heures quand les somnifères ne font plus d'effet et que l'aube est encore loin. Un bénévole témoigne, on est comme sur une île avec la marée qui monte. Les attentats ont beaucoup amplifié ce sentiment. Des chocs comme Charlie, ça crée des fissures. À la une des régions, Émilie Bonneau, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin? Eh bien d'abord celle du Républicain Lorrain qui affiche une photo du cimetière juif de Sarre-Union profané dans le Bas-Rhin. On voit une sépulture renversée. Plus de 300 tombes ont été dégradées et l'accès au lieu est pour le moment interdit. Et puis sinon, vos journaux commencent à s'intéresser aux élections départementales du mois de mars. On apprend encore ce matin que les binômes en surchauffe sont dans les starting blocks avec la clôture des candidatures hommes-femmes. Dans le journal de Saône-et-Loire, là c'est Marine Le Pen en photo. Elle est passée dans la région pour soutenir ses candidats et c'est donc le FN qui s'affiche à quelques semaines du scrutin. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas le mandat de trop. Ces élus qui ne se représenteront pas en mars à cause de leur âge, plus de 70 ans. C'est le cas par exemple du président du Conseil général de la Vienne et c'est en une du journal Centre Presse. Émilie, l'histoire qui vous a le plus marqué se lit dans le Midi Libre, qui s'inquiète pour nos arbres. Oui, pour les platanes, surtout les platanes du site inscrit à l'UNESCO du canal du Midi. Ces platanes sont touchées depuis 10 ans par le chancre coloré. C'est un champignon qui ravage les arbres tout au long donc de ce canal. 10 000 platanes mises à terre en décembre dernier, 4 000 qui devraient encore suivre cette année, des chiffres terribles, d'autant plus inquiétants que le mal progresse. C'est terrible le canal du Midi sans les platanes. C'est oui, possible. surtout que jusqu'à présent, ce mal, entre guillemets, a été circonscrit au département de l'Hérault et de l'Aude. Il vient de passer officiellement la frontière entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et des foyers ont même été découverts à l'entrée de l'agglomération toulousaine. Voilà pour le tableau, mais il y a donc une lueur d'espoir. Un traitement va être testé au printemps. Il s'agit de planter 7 nouvelles variétés de platanes auxquelles on a injecté un produit fongicide, donc qui ralentirait en fait la propagation de la maladie à d'autres arbres. Le problème, ça coûte cher. Pour l'instant, les mécènes ont levé 530 000 €. Il en faudrait 200 millions pour l'abattage et la replantation et espérer donc sauver ces platanes du canal du Midi. C'est pas complètement gagné, donc c'est-à-dire dans le Midi Libre ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Allemagne avec le succès immense, et on va le dire quand même inattendu, d'une petite figurine. Ouais, j'ai lu ça sur le site de Deutsche Welle. Si je vous dis en avant les histoires, vous me répondez Playmobil. Vous avez gardé votre âme d'enfant, c'est très bien. Alors la marque allemande vient de lancer un nouveau modèle de personnage qui cartonne et c'est un personnage historique, une figurine à l'effigie de Martin Luther, le réformateur. Alors on voit le bonhomme avec une robe et un chapeau noir. Il tient dans une main une plume et dans l'autre une traduction allemande de la Bible sur laquelle on peut lire les livres de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament traduit par le docteur Martin Luther. Oui, mais c'est pas un peu austère ça pour des enfants qui sont plus pirates princesses à cet âge-là, non? Je me suis dit comme vous, Axel, sauf que, détrompez-vous, il s'agit ni plus ni moins du plus fulgurant succès de l'histoire de Playmobil. C'est la première fois d'ailleurs que la marque sort un personnage historique. C'est une idée qui a été lancée par le Conseil national du tourisme allemand et par la ville de Nuremberg.
puisqu'on célébrera bientôt, le saviez-vous, les 500 ans de la réforme protestante. Alors le personnage a été tiré à 34 000 exemplaires, ils sont tous partis. Du coup, Playmobil va en tirer 50 000 supplémentaires. Alors c'est une figurine qui est vendue 2,39 €, mais déjà, il y a pas mal de convoitises sur Internet, puisque voilà, il est coté à plus de 50 € maintenant ce Playmobil. Je précise d'ailleurs aux grands enfants qui nous écoutent que le personnage Martin Luther ne sera pas vendu en France. Quand je vous regarde, Thomas, je me dis qu'avec votre coupe, on pourrait avoir un Playmobil Thomas Soto, ça serait notre personnage historique à nous en France. Maxime Switek aussi pourrait faire un joli Playmobil, on pourrait faire les Playmobil européens. C'est donc à lire tout ça dans le Deutsche Welle, voilà, le site Deutsche Welle. La presse allemande. Axel de Tarlé, Axel de Tarlé est triste ce matin. La mort de Michele Ferrero, c'est le papa du Nutella. C'est Libération notamment qui retrace l'histoire incroyable de la marque aujourd'hui. Voilà, et qui rappelle que Michele Ferrero, c'est aussi devenu la première fortune d'Italie, 20 milliards d'euros, parce que le génie de cette famille, c'est d'avoir transformé le chocolat du pauvre en une machine à cash. Je vais vous faire un quiz. Êtes-vous capable de me citer dans l'ordre quels sont les principaux ingrédients que l'on trouve dans le Nutella? En numéro 1, c'est numéro 2. L'huile est en numéro 2. Vous en avez 23%. La noisette, c'est la noix. Oh, je peux pas. Je réponds. Noisette numéro 3. 14%. Je cache parce que Julie va regarder. Pas du tout. Non, je vois rien. Le sucre en 1. Et le sucre, c'est hallucinant. Il y a 55% de sucre, 23% d'huile de palme. C'est pour ça qu'on dit que c'est une bombe calorique, vous voyez. Ensuite, vous avez la noisette, 14%, et le cacao, à peine 8%. Mais c'est fait exprès. Vous savez pourquoi il y a la noisette? Parce que dans l'Italie d'après-guerre, le chocolat coûtait trop cher. Et donc, cette famille a eu l'idée d'utiliser cette noisette typique du Piémont, de cette région de Turin, pour fabriquer cette pâte à tartiner. Et c'est d'ailleurs cette noisette qui donne le goût très spécial du Nutella. Et le nom, c'est nut, noisette en anglais. Et le Nutella, Axel, est toujours fabriqué en Italie? Alors non, il est fabriqué, la plus grande usine, elle est à côté de Rouen. Et oui, 380 salariés qui nous écoutent pour fabriquer du Nutella, parce que savez-vous qui sont les plus gros mangeurs de Nutella de la planète, qui en consomment un quart? Les Français. Voilà. Le Nutella. Si vous voulez vous passer l'envie, vous regardez une vidéo sur Internet, il y a un type qui a mis un pot de Nutella sur sa planche avant de voiture au soleil. Ça fond et au bout de quelques heures, on voit à peu près la moitié du pot qui est rempli d'huile. Je vous jure que ça vous vaccine. Allez-y, continuez. Alors, si on est dégoûté par le Nutella, on peut aussi manger du Kinder, du Mon Chéri, du Tic Tac, du Ferrero pour les bonnes soirées, et parce que c'est le même groupe, Nutella. On en mange 71 000 tonnes par an, ça fait plus d'1 kilo par habitant en France. C'est donc pour ça que vous cherchiez les Tic Tac tout à l'heure à 6h moins le quart dans la rédaction. J'avais pas de Nutella, je me suis dit peut-être qu'on aura des Tic Tac pour vous distribuer, puis c'est pour votre ligne aussi. Comme il est gentil, comme il est aimable. Axel de Tarlé, on va regarder la télé avec notre pot de Nutella. Ce soir, c'est Joker sur France 2 à 18h15. Ça sera tous les soirs du lundi au vendredi et c'est nouveau. Et oui, c'est le nouveau jeu des fins d'après-midi sur France 2 présenté par Olivier Mine. La règle, elle est facile. C'est un seul candidat face à 10 questions de culture générale. 4 réponses possibles façon qui veut gagner des millions. Pour éliminer les mauvaises herbes, qu'est-il conseillé de verser dessus? De la bière, du lait, de l'eau bouillante ou du café? Alors là, aucune idée. C'est de l'eau bouillante. Voilà. Pas de la bière, non, j'imagine. Non, de la bière. Enfin, quand vous ne savez pas, vous utilisez un des 7 jokers. Les erreurs, elles ne sont jamais éliminatoires dans ce jeu. C'est ça qui fait la différence. Elles font perdre des jokers ou de l'argent. Dans tous les cas, les candidats vont répondre jusqu'aux 10 questions et peuvent remporter jusqu'à 50 000 €. C'est la version France Service Public de Qui veut gagner des millions. On gagne 1 million d'euros. Voilà, on gagne 50 000. Exactement. Il n'y a rien de plus classique. C'est un quiz de culture générale qui est un format à l'origine turc. Mais à un détail près, c'est Olivier Mine qui s'amuse avec les candidats. En fait, il y a un jeu de ping-pong entre eux. Les questions deviennent en fait une source d'amusement. Les gens sont très à l'aise, ils sont assez joueurs et complices avec l'animateur. Alors par exemple, à la question « Quelle situation est propice à déclencher une envie de sexe ?» 4 propositions. Une panne d'électricité, un mauvais film à la télé, une pause... S'il y a une panne d'électricité, il n'y a plus de télé. Une pause sur l'autoroute ou une bonne engueulade. Réponse de la candidate et d'Olivier Mine. Alors si je projette sur moi la bonne engueulade, alors derrière, après, c'est la fête. Alors, j'aurais bien voulu avoir votre avis aussi, en fait. Sur la pause sur l'autoroute, c'est trop cracra. je vais vous dire un truc. Moi, bon, d'abord, je suis un animateur. Donc les animateurs, c'est comme les anges, ça n'a pas de sexe. Voilà. Mais... Donc vous l'avez compris, c'est une vraie complicité qui ajoute
à mon sens, en tout cas, une dose de bonne humeur qui n'est pas désagréable du tout. Et alors, par ailleurs, petite cerise sur le gâteau, vous téléchargez l'application gratuite sur vos smartphones ou vos tablettes et vous pouvez jouer en simultané et gagner des sous. Donc vous aimez plutôt bien Joker, France 2, 18h15. Le Figaro ce matin n'aime pas du tout. Les chambres, la page du Figaro, ils mettent 8 sur 20 et ils disent un copier-coller de Qui veut gagner des millions. Franchement, on préfère le jeu original et surtout le présentateur de TF1, Jean-Pierre Foucault, a un Olivier Mine aux blagues lourdingues. Eh ben, il est rhabillé pour la journée, Olivier Mine. Hein. Moi, je vais faire confiance à Eva Rock. On va regarder. Voilà. Rideau sur le kiosque.